Des milliers d'enseignants et d'élèves ont rendez-vous demain et vendredi. Les communes, le département et la région ont travaillé d'arrache-pied pour qu'à l'instar du LGT de Bainbridge, tout soit fin prêt pour accueillir la communauté scolaire. À Petit-Bourg, Régis, 12 ans, issu d'une famille déshéritée, a trouvé l'aide du centre commercial de Bellevue. Son entrée en 6e a été prise en charge. Cette belle aventure doit se raconter dans un instant par Linda Kayarsi. À Sainte-Rose, après moult cambriolages, les habitants de la section de Bis ont décidé de passer à l'action. Ils ont obtenu la mise en place du dispositif voisin vigilant. Le reportage de Karen Diama est à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mercredi 31 août 2016. C'est le dernier jour du mois, c'est aussi pour beaucoup d'entre vous le dernier jour des vacances. Demain, les enseignants de l'Académie de la Guadeloupe afficheront détermination et résolution pour réussir leur année scolaire 2016-2017. Ils nourriront également l'espoir d'avoir dans leur classe de bons éléments pour pouvoir mener à bien leur programme et moins de perturbateurs. En tout cas, au LGT, au lycée général et technologique de Bainbridge, les travaux ont été rondement menés de manière à pouvoir accueillir dans de très bonnes conditions la communauté scolaire dès demain matin. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie. Le chantier de reconstruction du lycée de Bainbridge accuse un peu de retard sur la première tranche, mais pas d'inquiétude, les travaux avancent. Vous savez que nous sommes en restructuration. Donc les travaux qui concernent les anciens bâtiments de Bainbridge sont minimes dans la mesure où nous sommes en train de faire des locaux tout neufs, mais nous privilégions bien entendu l'hygiène et la sécurité. Donc tous les travaux qui devaient être effectués par la région ont été effectués, d'autres sont en cours de finalisation, mais pour l'instant je n'ai pas de problème particulier donc à soulever à cette rentrée. Avec près de 1800 élèves attendus pour cette rentrée 2016-2017, une organisation quasi militaire est mise en place. Dans un premier temps, remettre l'outil de travail donc en fonctionnement. Donc, je demande à mon personnel ATEC de nettoyer, de présenter correctement, de repeindre éventuellement, de telle façon que l'accueil des enseignants et des élèves se fasse dans les meilleures conditions. Dans un deuxième temps, c'est aussi vérifier que les emplois du temps soient faits, puisque c'est la priorité pour qu'une organisation dans un établissement scolaire fonctionne au mieux. Et nous essayons de régler les divers soucis de fin d'année qui n'ont pu être réglés à temps. Dès jeudi, les enseignants feront leur rentrée suivie des étudiants le lendemain pour un fonctionnement effectif de la communauté scolaire, mardi au plus tard. C'est la belle histoire qui marquera sans doute cette rentrée scolaire 2016-2017. Régis a 12 ans. Sa famille est déshéritée. Elle est sans le sou. Du coup, les commerçants du centre commercial de Bellevue, qui se situe à quelques encablures du collège de Petit-Bourg, ont décidé de lui venir en aide, de lui fournir tout son matériel pour sa rentrée. Régis est très content, sa mère aussi. Voici le reportage de Linda Kayarsi sur cette belle histoire. Dans quelques jours, Régis fera sa rentrée en 6e, une rentrée assez particulière, et le futur collégien est un peu stressé. Je me sens bien. Tu t'attendais à tout ça? C'était en solidarité? Non, je ne m'attendais pas à ça en fait. Ça te fait plaisir? Oui, mais en même temps je suis stressée. Pourquoi? Mais comme c'est la première fois que je passe à la télé, donc c'est un petit peu normal. Aîné d'une fratrie de 3 enfants, il a été choisi pour bénéficier d'une action solidaire menée par la ville de Petit-Bourg et l'association des commerçants du centre commercial de Bellevue, implanté à quelques mètres du collège. Nous avons souhaité accompagner un enfant qui en a besoin, c'est-à-dire une famille qui a des difficultés pour boucler les fins de mois. Alors de là, dès qu'on a soumis le projet au directeur de l'école primaire, automatiquement, puisque ce jour-là, quand on s'est rendu, il était avec l'infirmière du collège, puisqu'elle travaille sous les 2 établissements. Et de là, automatiquement, dès qu'ils ont dressé le portrait de l'élève, ils savaient tout de suite, les 2 étaient d'accord pour l'élève en question. La ville est heureuse d'avoir été associée à cette initiative, ce partenariat avec l'association des commerçants ainsi que le collège Félix Eboué. Ça fait partie des missions du Centre d'action sociale. Ce partenariat est tout à fait en adéquation avec la politique de la ville, la politique d'accompagnement menée par le Centre d'action sociale. Pour cette rentrée,
ce petit bourgeois se verra offrir son matériel scolaire ainsi qu'un suivi personnalisé pour la réussite de son entrée en 6e. Je ne m'attendais pas à tout ça de choses, tout ça de récompenses pour lui. Donc voilà, qu'il travaille un peu plus et qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il continue au niveau de son comportement à être apprécié par tout le monde et que voilà. Un accompagnement solidaire sur fond de charte de bonne conduite pour que cette année scolaire 2016 soit couronnée de succès. Ça met l'accent, à mon avis, sur un élève qui a peut-être des difficultés et qu'on va aider. C'est important. Et ça met l'accent aussi sur les devoirs des élèves. Je crois que les élèves bénéficient de plus en plus de conditions acceptables de travail, de conditions confortables de travail, je pourrais dire. Et c'est important qu'en retour, ils respectent. Ils respectent ce qu'on leur donne, entre guillemets. Qu'ils respectent le travail des agents, qu'ils respectent l'établissement dans lequel ils évoluent tous les jours. Et voilà, je crois que ça fait partie de ça. Et c'est bien que cette initiative vienne des commerçants du centre commercial de Bellevue. Il y avait des relations peut-être tendues entre les élèves et les commerçants. Le fait que la mairie ait décidé de revitaliser ce centre commercial, ça va donner un coup de pouce justement à apaiser ces relations, à développer les commerces aussi de proximité. Sollicité par l'association des commerçants du centre commercial de Bellevue, le centre communal d'action sociale de Petit-Bourg offrira à Régis un an d'abonnement à la cantine scolaire. En Guyane, la rentrée pour les professeurs, c'était aujourd'hui. Ils étaient tous sur le pont au collège Justin Cataillé pour effectuer leur rentrée et surtout pour tenter de prendre les explications pour mettre en place la réforme des collèges, c'est cette année. Après plusieurs semaines de vacances, la salle des professeurs du collège Justin Cataillé est de nouveau fréquentée. Ici, c'est un peu le coin réservé pour les enseignants du second degré. C'est le lieu où on se repose, où on se détend, où on vient boire un café entre collègues. C'est le lieu aussi où on discute des problèmes avec les élèves, des problèmes d'emploi du temps, des problèmes du collège. C'est aussi un espace de rencontre entre professeurs plus ou moins expérimentés, l'occasion d'obtenir quelques conseils avant le grand saut. J'attends de connaître un peu mes élèves avant de constituer des peurs, des craintes, mais non, là je suis plutôt dans une lancée positive et je pense que ça devrait y aller. Il ne faut pas s'inquiéter, les élèves, en tout cas à Justin Cataillé, sont des élèves plutôt sympathiques. Alors certes, ils ont des difficultés, mais globalement, ce sont des élèves gentils. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut prendre le travail avec entrain, avec plaisir, et ça se passera très bien. Cette année, les 950 élèves de ce collège pourront compter sur près de 60 professeurs. Dans son bureau, le principal gère les dernières contrariétés avant le jour J. Nous sommes le 31, jour de pré-rentrée des personnels enseignants, personnels de services techniques. Je peux vous dire qu'effectivement, mis à part une discipline qui manque à l'appel, tous les professeurs ont répondu présent. Et vous avez pu le voir avec le sourire. Donc c'est ma 6e année quand même au collège Justin Cataillé. Le nombre de personnels non titulaires diminue. Cette année, nous accueillons 4 enseignants non titulaires. Autre particularité de cette année, l'application de la réforme du collège. Une séance d'explication et de précision pour tous les professeurs au réfectoire, et c'est la principale adjointe qui se colle à l'exercice. Au collège Cataillé, nous sommes déjà préparés depuis une année donc à mettre en œuvre cette réforme qui doit maintenant vivre pleinement et se concrétiser cette année. Donc les collègues, oui, ils sont prêts, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui sont déjà prêts à être mis en œuvre. Les réformes, ça pose toujours problème à des moments donnés, mais on est obligé de toutes les façons de passer par là. Puisque c'est une directive ministérielle, on sera obligé de faire ce qu'il faut. Après ce moment d'échange, les emplois du temps sont distribués, ainsi qu'un livret de rentrée personnalisé, une rentrée studieuse pour ces professeurs qui attendent impatiemment leurs élèves dès demain.
L'enseignement supérieur maintenant, la présidente de l'Université des Antilles a décidé d'écourter son mandat. Il lui restait quelques 4 mois à effectuer à la tête de l'université. Elle a décidé de partir. Les explications de nos confrères d'ATV Martinique sur ce départ anticipé de Corinne Mancé-Caster. Présidente de l'Université des Antilles jusqu'à ce soir minuit, Corinne Mancé-Caster a choisi de mettre fin à ses fonctions 4 mois avant la fin de son mandat qui avait débuté le 25 janvier 2013. Une décision qui, d'après la présidente, favorisera l'arrivée de la nouvelle équipe chargée de mettre en œuvre le projet d'Université des Antilles. Nous étions encore dans une période transitoire entre l'UAG et l'Université des Antilles jusqu'à ce vote des statuts. Et puis, il y a un gros enjeu qui consiste à l'élaboration et à la négociation du contrat que l'établissement devra passer avec le ministère qui engage l'offre de formation, la recherche, l'insertion professionnelle. Et donc, c'est important que ce soit la nouvelle équipe qui négocie ce contrat puisqu'il va engager l'université pour les 5 ans à venir. Et comme il ne me restait que 4 mois, je ne me suis pas sentie légitime pour porter ce projet. Une mandature qui n'aura pas été de tout repos entre le démantèlement de l'Université des Antilles Guyane et surtout l'affaire du Sérégmia. Quand on a le courage de prendre ses responsabilités et que l'on a pour le faire des rapports officiels d'institutions officielles et qu'on se fait attaquer sans cesse, c'est quand même un élément que je regrette. Malgré tout, je tiens à dire que nous avons tenu bon et que nous avons pu sauvegarder cet outil qu'est l'Université des Antilles, assainir financièrement et finalement mettre en place une université ambitieuse, viable et qui saura porter, je pense, de très nombreux projets, notamment pour la jeunesse de nos pays. Conformément à la législation, Corinne Mancé-Caster ne pouvait pas prétendre à un deuxième mandat. Un départ qui, à la veille de la rentrée universitaire, ne rassure pas les étudiants inquiets quant à l'administration du campus. On a besoin d'un chef pour diriger le campus. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça, une rentrée scolaire sans président de l'université. Et oui, c'est assez inquiétant parce que c'est la direction du campus. Et donc peut-être que ça peut causer des soucis. Je pense qu'il y aura sûrement des problèmes au niveau de l'organisation. Oui, c'est clair qu'il y aura des problèmes. Surtout au niveau administratif, surtout en début d'année, c'est un petit peu problématique. En plus, je suis inscrite normalement en master, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Donc la rentrée, c'est dans quelques jours et je sais toujours pas si je suis inscrite ou pas. Une atmosphère encore plus déstabilisante pour ceux qui feront leur première rentrée universitaire. Commencer l'année sans présidente, c'est pas vraiment intéressant. Déjà pour les élèves, mais aussi pour l'équipe pédagogique, les enseignants, tout le personnel. Normalement, le président, c'est lui qui est censé donner les grandes directives, les repères, etc. Donc oui, c'est quand même inquiétant. Des primo-rentrants qui sont attendus dès 8 h demain sur le campus. De son côté, l'administration de l'université se veut rassurante. Toutes les dispositions semblent avoir été prises pour bien démarrer cette année. Sur le plan du fonctionnement de l'université, cet événement n'a pas de conséquences, notamment concernant la rentrée universitaire. La rentrée universitaire, comme vous devez bien vous l'imaginer, elle est préparée depuis bien longtemps. Partout, à tous les niveaux, dans les services centraux, dans les composantes, des calendriers ont été déterminés, la préparation est faite, les personnels sont en place et ce qui était prévu et aux dates où c'était prévu se réalisera. Un administrateur provisoire sera nommé dès demain par le recteur de l'Académie de Guadeloupe. La semaine prochaine, le conseil d'administration devrait se réunir pour notamment fixer la date des prochaines élections qui désigneront le successeur de Corinne Mancé-Caster. Au ministère de l'Outre-mer, c'était jour de passation de pouvoir. Vous le savez depuis hier, Madame Georges Paul-Angevin s'en va s'occuper de ses électeurs parisiens et arrive Erika Barreille. Tout cela s'est fait en présence de nos confrères d'ATV Paris. Une grosse voiture et beaucoup de monde pour l'accueillir, c'est certain depuis mercredi matin. Erika Barreille entre dans une nouvelle dimension. La passation de pouvoir, c'est un moment particulier pour les employés du ministère, mais aussi pour ceux qui accompagnent la Réunionnaise depuis ses débuts. En 2003, on était sur la formation des cadres du PS tous les deux, à préparer les élections départementales de 2004. Vous voyez un petit peu le chemin parcouru. Un chemin qu'elle n'est pas prête d'oublier d'ailleurs. Elle le partage déjà et non sans émotion avec ses nouveaux collaborateurs.
Moi, ma grand-mère, elle n'a pas connu l'école. Ma mère, trop peu. Et moi, je suis allée à l'université. Pour la Guadeloupéenne, c'est la fin d'une séquence de 2 ans et demi. Pour sa dernière prise de parole, l'émotion est là aussi très palpable. Je voulais vous dire à tous au revoir, vous remercier de votre présence, de votre amitié que j'ai sentie souvent, de votre compétence pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, et vous dire que c'était un très beau moment. À peine le temps de s'installer, c'est à l'Élysée que doit se retrouver Erika Baraïdj. Elle sort en premier du Conseil des ministres, sous les feux des projecteurs. Toujours un peu d'émotion, mais enfin très concentré. Nous sommes sur des sujets importants au niveau national, bien sûr sur l'emploi, sur l'économie, la rentrée scolaire, et puis pour nous le sujet de cette égalité réelle. Madame, s'il vous plaît. Plus de flash, plus de travail et plus de pression aussi. La Réunionnaise semble cependant être pleinement consciente des enjeux de sa nouvelle vie. Le Premier ministre Manuel Valls, qui était dans son fief d'Évry, n'a pas manqué de commenter ce changement au ministère de l'Outre-mer. Voici sa réaction. Je veux rendre hommage au travail de Georges Paul-Angevin, qui a décidé de se consacrer à sa circonscription et qui a très bien travaillé, suite déjà à ce qui avait été engagé par Victorin Lurel. Et Erika Baraïdj, qui était déjà dans le gouvernement, en charge de l'égalité réelle, va pouvoir aussi apporter son expérience d'élue réunionnaise, son talent, son enthousiasme au service des Outre-mer et de nos compatriotes des Outre-mer, qu'ils soient dans ces territoires ou en métropole. Et c'est, je n'en doute pas, un beau symbole aussi pour la Réunion, qui méritait également, si je peux me permettre, mais comme tous les territoires de France, d'avoir une jeune élue, une jeune ministre dynamique et qui, en quelques mois, laissera, je n'en doute pas, son empreinte. La campagne pour la présidence de la Chambre des métiers bat son plein. Beaucoup de listes ont fait connaître leur intention de vouloir diriger la Chambre des métiers, leur programme. Ils veulent changer l'artisanat, changer les perspectives. Fabrice Calabre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes président de l'association Unis et Solidaires pour l'artisanat. Donc, vous présidez cette association et vous avez décidé de présenter une liste pour conquérir le pouvoir, la présidence de la Chambre. Tout à fait. Donc effectivement, l'association Unis et Solidaires pour l'artisanat, c'est un groupe d'hommes et de femmes engagés dans le développement économique de ce pays, à la tête de leur entreprise, mais aussi via les structures dans lesquelles on participe de part et d'autre. Effectivement. Tous les artisans disent ça, tous ceux qui ont présenté une liste disent la même chose. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Alors, ce qui nous différencie des autres, c'est-à-dire que nous, on a une approche qui va dire qu'on tient compte de l'existant, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a un travail qui a été fait jusqu'à maintenant, il y a eu des infrastructures qui ont été mises en place par le président sortant, il y a eu des outils même d'accompagnement aussi au niveau pour les artisans qui ont été mis en place, mais maintenant, il faut impulser une dynamique nouvelle, il faut vraiment aller à la rencontre même des artisans, il faut apporter ces outils, disons qu'il faut vraiment dynamiser les choses. Voilà. Et donc c'est dans cette lignée-là qu'on travaille, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille, et vraiment dans un esprit de solidarité, parce qu'il est important pour nous que tout élu de la Chambre de métier soit dans cet esprit de bienveillance vis-à-vis de ces différents mandats. On voit qu'il y a beaucoup de candidats, mais peut-être que c'est M. Lebeau, le président sortant, qui a eu le bon mot en disant que s'il y avait autant de candidats, c'est parce que les caisses étaient pleines. Je le rejoins tout à fait là-dessus, parce que je m'étonne. Donc les candidats, ils viennent pour vider les caisses, en fait. Alors, ils ne viennent pas peut-être pour vider les caisses, ils viennent surtout parce qu'il y a une situation que je dirais qui n'est pas si complexe que ça, et ils pensent qu'effectivement que ça va être chose facile de venir à la tête d'une structure et que voilà, il suffira de laisser glisser les choses. Et là où c'est là où je dis que certains se trompent, parce que l'infrastructure a été mise en place, a été remontée. Franchement, il faut saluer le travail qui a été fait. Il y a eu quelques erreurs commises, mais cela est permis à tout le monde. Il y a une structure aujourd'hui qui est en position d'aller de l'avant. Il faut véritablement qu'il y ait des hommes de terrain qui vraiment croient en leur profession, qui ont cet esprit de développement et de solidarité. J'insiste sur le mot de solidarité pour vraiment faire avancer cet outil et surtout permettre aux artisans de s'approprier la Chambre de métier.
Parce qu'assez souvent, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que la chambre de métier, ben, c'est quoi voilà, Vous avez l'impression d'être extérieur à votre propre chambre. Les artisans ont assez souvent l'impression d'être abandonnés, alors qu'il y a un travail qui se fait. Maintenant, ce travail-là, il fallait redresser la maison. C'est ce qui a été fait lors des 2 dernières mandatures. Maintenant, la maison a les moyens humains, a les moyens matériels. Il faut vraiment que ce travail-là émerge du moins sur le terrain. Alors, une question. Vous pensez que l'Université des métiers rencontre un vrai succès? C'est un bâtiment à moitié vide, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens n'y viennent pas. Comment vous expliquez cela? Alors, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que les infrastructures ont été mises en place. Maintenant, il y a un travail qui doit être fait derrière pour qu'effectivement, tous ces outils-là puissent fonctionner à leur optimum. Vous disiez que c'est un bâtiment à moitié vide. Alors, je vais regarder de manière globale la situation de l'apprentissage en Guadeloupe. Il est vrai que le bâtiment est à moitié vide, personne ne peut le nier. Maintenant, au niveau même des entités qui sont à même... Et la question est, fallait-il l'implanter là, où les gens ne vont pas, loin de tout bassin important de population? Vous savez, nous sommes en 2016. Oui. Avec les moyens de transport, il y a les routes qui sont développées, je ne pense pas que ça soit là le problème de fonctionnement de l'UOMA. Pourquoi les élèves ne viennent pas? Pourquoi les gens n'ont pas envie d'être artisans? Ce n'est pas que l'UOMA qui souffre de ce déficit d'apprentissage, parce que vous savez, pour remplir un centre de formation d'apprentissage, il faut d'abord qu'il y ait des entreprises qui acceptent de recevoir des apprentis en leur sein. Et là, on met le doigt sur un problème de l'apprentissage, parce que nous sommes dans un pays où il faut payer un apprenti pour le former. Alors que l'apprenti nous coûte déjà, rien que par le fait de le former. C'est du temps qu'on va lui consacrer. C'est de la matière première qu'on peut perdre, parce qu'il ne sait pas encore manipuler, il ne connaît pas encore le travail, et on va lui consacrer de la matière première, on va lui consacrer du temps, et en plus de ça, il faut le payer. Donc, compte tenu de la situation de la plupart des entités... Vous pensez qu'il vaut mieux les exploiter? Alors, je ne parle pas d'exploitation. En revanche, je pense qu'il appartient... Mais on vous dit qu'il faut payer. Oui, mais vous pensez qu'il faut les exploiter? Alors, les exploiter, pour vous, c'est les faire travailler sans les payer. Oui. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Je dirais qu'il faut effectivement qu'il y ait une rémunération. En revanche, la part versée par l'entreprise, à mon avis, doit être révisée. Alors, vous êtes un artisan. Est-ce que vous pouvez nous décrire la réalité quotidienne d'un artisan? Parce que les difficultés qu'il rencontre, il y a les charges, il y a l'impossibilité de faire face aux fins de mois, etc., l'absence de marché. C'est votre réalité quotidienne? Alors, c'est tout à fait notre réalité quotidienne. En fait, personnellement, je suis dans les métiers de bouche. Dieu merci, c'est une entreprise qui ne souffre pas de ce problème de marché. Mais quand je regarde la situation globale de l'artisanat, en effet, on souffre de ce problème de marché. Alors, il y a 2 gros problèmes. À savoir, le premier, c'est une concurrence déloyale, mais aussi une concurrence des grands groupes. Et là, devant un tel problème, il faut effectivement que l'artisan, au-delà du fait d'être un bon technicien dans son métier, il doit être un véritable chef d'entreprise. Et c'est pour cela qu'au sein de la Chambre des métiers, il est question pour nous de former les hommes afin de les conscientiser sur leur rôle de chef d'entreprise. Ça, c'est catégorique. Si on veut que l'artisanat se développe, il faut que l'artisan devienne un véritable chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça veut dire qu'il est sensible à la gestion, il est sensible à son marketing, il est sensible à sa gestion sociale au sein de son entreprise. Ça, tant qu'on n'aura pas conscientisé les chefs d'entreprise, ils auront du mal, effectivement, à se démarquer de cette concurrence, tant de la concurrence déloyale, parce que c'est le marolage, on le connaît. Hein, ça. Quand vous avez un mécanicien qui a pignon sur rue, qui paye toutes ses charges, et que vous avez 10 000 personnes qui réparent des voitures sur les manguiers le week-end, ben écoutez, ça, c'est quand même des choses qui sont là pour défavoriser celui qui a décidé d'y aller, de payer ses charges. Et c'est la réalité de tous les corps de métier de l'artisanat. Nous souffrons énormément de cette concurrence. Il y a quelques 12 000 artisans inscrits, si je ne m'abuse. Un peu plus. Combien de votants, à peu près, dans une élection comme celle qui vient au mois d'octobre? Alors, combien d'artisans votent? Est-ce que les artisans se mobilisent pour aller voter? Alors, difficilement, mais je pense que vu le nombre de candidats,
nous allons avoir un record de participation. Ça, on ne peut pas encore donner les chiffres, mais nous sommes vraiment convaincus qu'il va y avoir un record de mobilisation autour de ces votes prochains, c'est sûr. On sait que la région joue un très grand rôle a joué un très grand rôle dans le redressement de la Chambre de métier et d'artisanat de la Guadeloupe. Quelle est votre position vis-à-vis de la région? Vous avez le soutien du Conseil régional? Alors, dire qu'on a le soutien, je ne vais pas prétendre avoir le soutien de M. Chalus. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer M. Chalus dans le cadre de cette campagne afin de lui faire part des perspectives que notre groupe a pour la Chambre de métier. Il, effectivement, approuve les directives, mais je pense que, vous savez, il y a 4 listes et il ne faut pas se leurrer. Il y a 4 listes devant l'artisanat d'une petite île. Donc, on n'a pas besoin de faire maths sup pour décrire les problèmes qu'il y a. Tout le monde va parler des mêmes problèmes. Les programmes vont se ressembler. Ce qui est important maintenant, c'est de déceler l'esprit qu'il y a derrière les hommes qui apportent ces programmes. Et comment on décèle cet esprit-là? C'est par leur méthode de travail, leur méthode d'approche. Et c'est pour ça que j'invite tous les artisans à prendre leurs responsabilités pour ces votes-là, parce qu'il leur appartient de trancher pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants, l'avenir du pays. Fabrice Calabre, un des problèmes qui se pose aussi pour les entreprises et pour l'artisanat, c'est le problème de la délinquance. Les habitants, il y a souvent des braquages dans les bijouteries, dans les entreprises. Récemment, il y a des artisans même qui ont été blessés. Vous pensez que ce problème peut être résolu si les artisans prennent ça à bras-le-corps? Alors, vous savez, le problème de la délinquance ne va pas se résoudre rien que par l'action des artisans, ça c'est sûr. Les artisans... Mais dans un contexte d'ensemble. Dans un contexte d'ensemble, vous savez, je ne vais même pas parler d'artisans, je vais dire le citoyen guadeloupéen doit prendre la dimension de l'accompagnement nécessaire pour ces jeunes. Les jeunes du pays. Alors justement, c'est à Sainte-Rose, les habitants qui en ont marre d'être cambriolés ont décidé de lancer l'opération Vigilance, soyons voisins vigilants. Ça veut dire que votre maison peut être surveillée par le voisin et vous-même vous surveillez la maison de quelqu'un d'autre. Voici le reportage de Karen Diama ce matin à Sainte-Rose. Regardons. Pour dissuader voleurs et malfrats, 4 panneaux de ce type ont été installés ce matin dans le quartier de Bis à Sainte-Rose. Il y a eu une association, Canonfleur, qui s'est rapprochée de nous par rapport à un certain nombre de faits délictueux qui se passaient dans le quartier. Et donc, ils ont voulu mettre en place ce dispositif. Ils nous en ont fait part. Nous avons organisé plusieurs réunions avec cette association et avec d'autres présidents d'associations. Et cette association a été très réactive déjà sur le terrain, avant même que nous n'ayons ce qu'on appelle le CSBD, c'est-à-dire le comité de sécurité de prévention de la délinquance. Ça n'existait pas encore sur Sainte-Rose. Donc nous l'avons activé, nous avons activé le CLSPD et c'est ainsi que nous avons pu faire entrer ce dispositif dans le CSPD. Un dispositif qui, comme son nom l'indique, place les riverains au cœur de la sécurité de leur environnement. Le rôle, c'est être vigilant pour tous. C'est-à-dire chacun a un regard. Ça ne veut pas dire qu'on va fliquer, mais on va être attentionné à ce qui se passe autour de nous. Donc voilà le rôle le plus important. Donc moi-même, si je vois une voiture, comment dirais-je, qui est là, qui tourne dans le lotissement, je commence à me poser des questions. Voilà le rôle. Mais ce n'est pas une histoire de fliquer, c'est une histoire de donner une information qui permet éventuellement d'avoir des problèmes pour les autres résidents. Pour moi-même d'ailleurs. Voilà. Un discours sensé et un comportement altruiste qui seront alors épaulés par les forces de gendarmerie. La gendarmerie, garante de la tranquillité publique et de la sécurité publique sur le ressort de cette circonscription, se chargera de la coordination entre les renseignements et les inquiétudes de la population, la connaissance des informations de la police municipale et puis l'action préventive ou répressive sur le terrain contre un phénomène particulier. Donc bien souvent, la thématique du cambriolage est mise en avant puisque c'est une thématique très compliquée par rapport à la rapidité, la diffusion de cette délinquance et la participation du citoyen qui vit au quotidien au cœur de son quartier pourra nous aider à orienter soit nos enquêtes, soit nos patrouilles. Lorsqu'ils signaleront par exemple la présence d'un véhicule suspect ou la présence de rôdeurs ou de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans ces quartiers, on sera à même d'envoyer une patrouille de jour, de nuit, à toute heure de la journée pour vérifier, confirmer ou infirmer le renseignement et puis ça nous permettra d'orienter.
En collaborant ainsi tous ensemble, l'objectif à long terme est que ce dispositif voisin vigilant soit appliqué à l'ensemble des quartiers de Sainte-Rose. Quelque chose va changer dans l'approche du dossier médical. Le dossier médical individualisé, c'est un dossier que beaucoup de professionnels de santé pourront désormais consulter. Oui, un progrès, sans doute, pour la prise en charge des patients. Mais une question se pose. Parmi ces professionnels, il y en a qui n'ont pas prêté serment de garder le secret médical. Cela pose incontestablement des problèmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Voici vos opinions recueillies par Karen Diamin sur ce dossier médical personnalisé. C'est une aberration. Un secret médical doit rester un secret médical. Et c'est une relation privilégiée entre le médecin et son patient. Un patient qui veut libérer son secret médical, le mettre sur la voie publique, c'est son droit. Un patient qui ne veut pas que son secret médical soit divulgué, il doit garder la possibilité d'interdire cela, comme toutes les informations qu'on peut avoir sur Initiative et Liberté, tout le reste. Ça doit rester un secret médical, mais bon, il y a des circonstances particulières. Donc dans ce cas-là, mais il faudrait justement déterminer ces circonstances particulières seulement et ne pas divulguer ces données à n'importe qui et à n'importe quelle occasion. Logiquement, le secret médical, normalement, ça ne devrait pas être comme ça, normalement. Parce que je pense que ça va faire du bruit. Peut-être les gens n'ont pas encore ils n'ont pas encore pris en compte vraiment la question, mais quand ils vont se rendre compte, ça va faire un gros clash parce que c'est pas normal ça. Je me demande vraiment pourquoi cette personne-là a vraiment pensé à cette loi-là, vraiment, qui n'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas bien, quoi, et ça passera pas. Moi, je pense que le secret médical doit être bien gardé par nos médecins. Il ne doit pas être divulgué. Voilà. Et vous, madame? Pareil que ma soeur, ça devrait être confidentiel. Parce que le médecin qui sache. Et si vraiment il y a une urgence, qu'on appelle le médecin pour savoir ce qui se passe au niveau santé. Eh bien, je vous dis que je ne suis pas d'accord pour que tout le monde ait accès à nos dossiers. C'est quand même confidentiel. Moi, le corps médical, oui, mais pas d'autres personnes. Vous pensez que le secret médical, c'est important? Oui, c'est important. C'est important. Il vaut mieux, le secret médical, c'est important. C'est pas normal qu'on puisse avoir accès à tout comment dirais-je, au secret, voilà. Pour tout ce qui est médical, s'ils observent le secret médical eux-mêmes, c'est bien. Vous savez qu'en Guadeloupe, les gens aiment beaucoup parler en général. Donc s'il se passe quelque chose et que le secret n'est pas gardé, c'est embêtant. Pour les aides ménagères, je ne suis pas du tout d'accord. Les aides ménagères, si c'est quelqu'un qui s'occupe d'une vieille personne et qu'elle a des rhumatismes, d'accord. Mais pour tout ce qui serait important, je trouve qu'il ne faudrait pas partager ce secret. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous, l'information continue. Dans un instant, nous irons voir le boulanger du coin, celui qui maintient la tradition et le bon goût du pain devenu rare. Et nous reviendrons sur la culture du pois d'Angole, car Noël, c'est dans 4 mois exactement. Comme on dit chez nous, il ne faut pas confondre le pain et les pains. Le pain, c'est un savoir-faire et c'est surtout une saveur qui ne s'oublie pas. Voici le reportage d'ATV Guadeloupe sur ce délicat pain. Gérard Barthebin n'a pas toujours exercé la profession de boulanger. Passionné de pâtisserie depuis son plus jeune âge, il y a quelques années, il abandonne son confort et repart apprendre un autre métier, celui de boulanger. Il gravit les étapes rapidement, son CAP, puis son brevet professionnel et son brevet de maîtrise en poche. Il atteint son objectif, ouvrir sa boulangerie. Je sors d'une famille où nous cuisinons, nous avons des pâtisseries dans la famille. Donc je baignais déjà dans le métier de la restauration rapide, de la bouche. Donc j'ai eu l'opportunité de monter ma boulangerie, je me suis formé, maintenant je suis boulanger. Installé à Morne-à-l'Eau, Gérard Barthebin n'attire pas une clientèle friande de pains spéciaux ou de pain très tendance. Chaque boulangerie a ses spécificités. Nous sommes une boulangerie, mais plus penchée vers la sandwicherie. Chez nous, nous sommes dans un milieu rural. Tout ce qui est nouveau pain qui fonctionne très bien, le pain de seigle, le pain au seigle noir, les différents pains. Chez nous, nos clients ne consomment pas encore tout ça. On n'a pas encore la clientèle qui nous demande le pain à la française.
qui est en train d'émerger pour l'instant. Nous sommes dans un milieu rural, donc les gens où nous visons, ce sont des gens de passage. Donc c'est plus pour le casse-croûte, la sandwicherie, la boisson qui va avec. Donc on est plus dans ce créneau-là. Lui, c'est dans la variété des casse-croûtes proposées à sa clientèle de lève-tôt qu'il fait la différence. Nous varions le plaisir parce que nous avons choisi d'avoir une variété de sandwichs assez élaborée. Donc nous avons pas mal de farces différentes, ce qui nous permet, nous, en tant que boulangerie, d'arriver à subsister. Chez Gérard, on peut encore déguster du pain garni au hareng-sor, à la morue ou au poulet épicé, ou manger des mini-pâtés. Nous avons du matériel qui est assez performant, qui nous permet de préparer à l'avance et qui nous permet d'arriver à 2h30, même 3h, et ouvrir à 4h du matin avec tout le panel de produits que nous faisons qui est déjà prêt. Cela laisse peu de temps au loisir ou au sport et pourtant il en faut pour durer, en plus de certaines qualités indispensables. La résistance, l'innovation, surtout maintenant, nous devons être très innovateurs pour arriver à garder notre clientèle. Toujours trouver ce qu'il faut pour que nos clients reviennent, restent là, et beaucoup de résistance. Parce que c'est un métier quand même qui demande des journées longues, pas tous les jours, mais quand même des journées longues. 14 à 16 heures parfois. Même si ce n'est pas facile tous les jours, même si la conjoncture économique est difficile, l'enthousiasme de ce passionné, le dynamisme de ses employés et la qualité des produits sont les clés qui conduiront Gérard Barthebin à la réussite de son entreprise. Reportage de Nathalie Dinan et de Patrick Curie. Après le pain, une interrogation, puisque nous sommes à l'heure du dîner, et le pois d'Angole. Tout le monde espère qu'il y en aura pour la Noël. En tout cas, la Guadeloupe avait pris soin de planter pas mal de pieds de pois d'Angole pour essayer une récolte fructueuse. Reportage de Bénédicte Jourdier. Le pois d'Angole, appelé chez nous pois d'ivoire, est l'accompagnement classique de Noël. Une légumineuse qui est pourtant insuffisamment produite en Guadeloupe alors qu'elle possède de nombreux intérêts en termes de culture et d'alimentation humaine et animale. Les pois sont des ressources très riches en protéines. Pour le pois de bois, je crois que ça tourne entre 25 à 30% de protéines dans la biomasse du pois. C'est un peu moins que le soja, puisque le soja, bon, on a tendance à dire que c'est le champion du monde parce que c'est de l'ordre de 49% de protéines. Ceci dit, au-delà de ces aspects de quantité de protéines, ce qui est important, c'est la composition de la protéine, notamment les acides aminés. Donc voilà, on sait que c'est riche en protéines, mais on a besoin quand même de préciser un certain nombre de choses pour comprendre l'efficacité de son utilisation par l'homme et par l'animal. C'est ce qui a conduit l'INRA, en partenariat avec l'Institut caribéen et amazonien de l'élevage, à créer une unité mixte technologique pour mieux évaluer les ressources alimentaires animales tropicales dans ce contexte insulaire. Donc nous on est là plus pour la partie développement AICA, sur l'intérêt des légumineuses qui vont à la fois permettre d'enrichir le sol en azote, donc il y a cet intérêt en particulier, et puis un intérêt aussi alimentaire. Donc dans ce système-là ici, non seulement la biomasse produite sera beaucoup plus riche en protéines, mais en plus la graminée va profiter de l'azote apporté par la légumineuse. On va pouvoir mettre en place des schémas de conduite alimentaire pour que la ration soit équilibrée, de façon à ce que ça puisse être mis en place chez les éleveurs au quotidien. C'est un petit peu l'objet des études qu'on veut mener, à la fois sur la partie, on va dire, valeurs agronomiques et valeurs zootechniques de ces ressources, mais aussi l'intérêt économique qu'elles peuvent représenter, puisque si on identifie un certain nombre de ressources qui sont d'intérêt pour nous localement, ça va permettre de diminuer la proportion d'ingrédients protéiques qu'on fait venir de l'extérieur, qui arrivent, tel que le soja par exemple, qui arrive par bateau de l'extérieur. Et le pois de bois n'est qu'un exemple, il existe une grande variété de pois très riches en protéines. Donc là, par exemple, on a le pois savon rouge, ok. Là, on a un vigna, le niébé. Là, on a encore un vigna, le pois noir, que l'on connaît beaucoup en Haïti. En résumé, cultiver la légumineuse, c'est moins d'intrants chimiques, moins d'importations et plus de biodiversité dans les cultures. Et pour toutes ces raisons, l'ONU les a d'ailleurs mises à l'honneur en décrétant l'année 2016 l'année internationale des légumineuses. Maintenant, quelques informations qui peuvent être utiles à votre vie quotidienne.
La préfecture vous annonce une bonne nouvelle, l'augmentation de plus de 4 centimes du super sans-plomb et le gasoil plus de 2 centimes. La bouteille de gaz va coûter 18,60 €, soit sans changement par rapport à août dernier. Le délestage du réseau de Capesterre-Belle-Eau conduira à l'interruption de l'eau le jeudi 1er septembre 2016 à partir de 22 h. Les zones concernées, Gosier, Bas-du-Fort, Grand-B, Mathurin, Poussette, Montauban, Route des Hôtels, Pointe de la Verdure, la Dacha, Calvaire, Tabarin, Lotissement, établissement Bourg. Retour à la normale, prévu le vendredi 2 septembre en début de matinée. Et puis, ce bon geste, pour finir, pour donner votre sang, vous pouvez vous rendre au Carrefour Contact Grand Camp. C'est aux Abîmes de 8 h à 13 h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappellerai les principaux titres dans un instant.